Mes chers amis, l'heure est grave. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un film, une épopée, une légende qui a bercé mon enfance et que pourtant je vais piétiner et détruire sans vergogne pendant les minutes qui viennent. Parfois, l'erreur est humaine, je fais une petite boulette historique dans mes programmes et il est toujours assez réconfortant de voir que certains d'entre vous sont assez chauds pour me pondre un joli pavé dans les commentaires pour rectifier tout ça. Quand je vois tant d'efforts et d'hardiesse à rétablir la cohérence des propos, une pensée me vient à l'esprit. Si vous aviez l'adresse du conseiller historique de Braveheart, il ferait pas long feu. Braveheart raconte l'histoire d'un homme, d'un héros national écossais, qui s'est dressé contre le royaume d'Angleterre et son roi, Édouard Ier d'Angleterre. En gros, c'est une des plus grandes figures, si ce n'est la plus grande figure, des guerres d'indépendance de l'Écosse. Ce héros, William Wallace, nous est présenté lors de ses jeunes années, gambadant dans la campagne écossaise et aidant son cher papa à entretenir la ferme familiale. Une petite vie presque tranquille, entre labourage des champs et petits raids sur les vilains anglais. Mais voilà, un jour c'est le drame. Son père meurt et William est envoyé chez son oncle Argyle, loin de sa terre natale. Oh, c'est trop triste ça. Quelques années plus tard, il revient dans son village et tombe amoureux de la belle Meuronne, avec laquelle il se marie en secret pour éviter le droit de cuissage du seigneur local. Ce dernier induit que le seigneur peut coucher avec la femme de Wallace pour sa première nuit. Malheureusement, Meuronne est victime d'une tentative de viol par un soldat anglais, et William décide de défendre sa belle en le combattant lui et ses camarades. À l'issue du conflit, Wallace s'échappe, mais sa belle est capturée, puis exécuté sur place publique. Oh Sniff, c'est encore trop triste ça. Cet acte est le pivot du film qui fait basculer Wallace et son célèbre kilt dans une soif irrépressible de vengeance et de justice. Lui qui aspirait à une vie tranquille de paysan, le voilà maintenant à la tête d'une rébellion locale qui ne manque pas de prendre de l'ampleur au fur et à mesure de ses victoires, jusqu'à devenir une armée à part entière qui non seulement bat les Anglais, mais arrive également à capturer les positions fortes comme la ville de York. Enfin un peu de baston. Allons jusqu'au bout du spoil. Les diverses alliances écossaises étant fragiles, car en désaccord sur la succession du trône d'Écosse, William Wallace se fait trahir avant d'être jeté dans une prison anglaise, torturé sur place publique, et mis à mort tout en hurlant son célèbre « Liberté !» Voilà, on a grossièrement résumé le film, et maintenant on va pouvoir attaquer la partie la plus rigolote. Vous savez, celle où on se rend compte que, en fait, dans le film, historiquement, il respecte absolument rien. Ouais, allez, on y va. Avant d'attaquer les personnages, les lieux, les dates ou encore les fringues, on va se concentrer sur le contexte historique pour bien poser l'ambiance. Le film aborde en effet un épisode très important dans l'histoire du pays, les guerres d'indépendance de l'Écosse. En 1286, le roi d'Écosse Alexandre III meurt, et plusieurs héritiers se manifestent. Pour assurer la continuité de la lignée, les nobles écossais décident de marier sa jeune fille Marguerite au fils du roi Édouard Ier d'Angleterre. Lors du mariage en 1290, la jeune reine Marguerite a donc 7 ans, et son mari, le futur roi d'Angleterre, 6 ans. En gros, comme souvent à l'époque, ils n'avaient pas trop leur mot à dire. Ce mariage, les nobles écossais l'encadrent avec le traité de Birgham qui garantit l'indépendance de l'Écosse quoi qu'il arrive, en se protégeant des revendications anglaises. Malheureusement, la jeune reine Marguerite Ier décède la même année, et les revendications du trône côté écossais refont surface. Deux prétendants, Robert de Bruce et Jean Balliol, se disputent alors la couronne et les nobles sentent que la situation peut dégénérer. Ils demandent alors, grave erreur, l'arbitrage du roi d'Angleterre Édouard Ier avec qui ils avaient signé le fameux traité de Birgham. Même si la situation est plus complexe que ça, si on doit résumer la chose, Édouard accepte et en profite pour se positionner tranquillement en Écosse, où il met Jean Balliol sur le trône et dit clairement qu'il est son vassal. En gros, le mec s'impose un peu en mode « Ouais, j'ai une grosse armée, vous avez rien, si vous êtes pas content, on sort devant le bar et puis on voit c'est qui le plus fort. Hein. » Dans un premier temps, l'Écosse s'écrase devant le pouvoir d'Édouard, mais lorsque ces derniers projettent d'envahir la France, les Écossais nouent en secret une alliance avec ces derniers contre l'Angleterre. C'est en gros à partir de là que la guerre commence en 1295, lorsque Édouard Ier découvre le poteau rose et rassemble ses troupes pour menacer Jean Balliol, qui de son côté lance un appel dans toute l'Écosse afin de rallier des troupes et de bouter l'ennemi en dehors du territoire. Si les guerres d'indépendance de l'Écosse courent de 1296 à 1357, l'action de Braveheart se passe durant la Première Guerre, de 1296 à 1314, soit un petit bout de ce grand conflit. Et dès le début, la résistance écossaise est menée par quelques nobles, dont William Wallace. Un noble, vous vous dites ?
Mais pourtant dans le film on le présente comme un fils de paysan, non? Et oui, William Wallace est reconnu par les historiens comme un membre de la petite noblesse. Rien à voir donc avec un fils de fermier, mais j'imagine qu'identifier le personnage au public cible, nous en sommes tous après tout des fils de fermiers modernes, ça touche bien plus le prolétaire qui est en nous, n'est-ce pas? Alors je n'ai pas le niveau historique pour relever toutes les erreurs du film, mais on va voir ce que j'ai pu dénicher en utilisant le compteur de la honte. Sir William Wallace est né en 1270 et il est élevé par son oncle Argyle qui s'occupe de son éducation, ce qui lui fait grosso modo 27 ans quand il prend la tête de la révolte écossaise. Bon, ça c'est pas déconnant du tout dans le film, on est bien d'accord. Enfin, presque, puisque dans le film ils insistent assez lourdement sur le fait que Wallace aurait pu voyager dans de nombreux pays pour apprendre les langues. Sauf qu'en vrai on n'a pas de preuves, et que beaucoup d'historiens pensent que Wallace n'a jamais bougé de l'Écosse pendant son enfance. D'ailleurs, dans le film, pendant toute cette période, on nous montre que l'Angleterre est en guerre avec l'Écosse, alors qu'en réalité c'est totalement faux, et pendant toute l'enfance de William Wallace, eh bien l'Écosse et l'Angleterre sont assez en bons termes. Dans la culture populaire écossaise, si William part au front, ce n'est sans doute pas par pur dévouement à l'Écosse, mais bien pour venger sa défunte épouse qui se fait assassiner par les Anglais. Dans le film, c'est également largement mis en scène, sauf que cette femme s'appellerait en réalité Marion Bradfute, et pas Meuron MacLamouth, comme on nous la présente. Pire que ça, les historiens sont très divisés sur la réelle existence de cette femme, qui ne serait qu'un prétexte historique au début de la rébellion. Dans le doute, on va calmer le compteur, hein, je suis pas un monstre et ça me fait pas plaisir de massacrer ce film. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas la seule supercherie amoureuse du film, puisque la seconde grande histoire d'amour de Mel Gibson dans Braveheart est celui qu'il entretient avec la belle Isabelle de France, jouée par Sophie Marceau. Oui mais non. Isabelle de France est née en 1295. Wallace rejoignant la guerre en 1297, elle avait donc 2 ans au moment des faits, et dans le meilleur des cas, lors de la mort de William en 1305, elle avait non seulement 10 ans, mais en plus, elle n'avait jamais foutu un seul pied en Angleterre, donc elle n'a jamais rencontré Wallace. On peut même aller plus loin en disant que le mariage d'Isabelle de France avec Édouard II d'Angleterre ne se passe même pas durant le vivant de William, donc tout ce qu'on voit dans le film est bidon. C'est quand même ballot pour un des personnages principaux du film. Hein. Si on parle de personnages d'ailleurs, on peut parler de Robert de Bruce, ce noble écossais qui dans le film trahit sans vergogne Wallace et le regrette par la suite, parce qu'il y en a aussi des choses à dire sur lui. Robert de Bruce est un des prétendants légitimes au trône d'Écosse. Si sa famille hésite à se lancer dans le conflit au début de la guerre à cause de ses terres qu'elle possède en Angleterre, il manifeste son soutien à Wallace et à quelques escarmouches avec les Anglais. Cependant, il accepte assez tôt la paix avec Édouard Ier d'Angleterre, ne prend pas forcément part au conflit, ne se retrouve pas côté anglais sur le champ de bataille de Falkirk, et ne trahit donc pas Wallace dans le sens où on l'entend. En revanche, peu avant la mort de Wallace, il rejoint le conflit dans les rangs écossais et s'inscrit dans la continuité du héros pour le reste de la guerre, puisqu'il se fait couronner roi d'Écosse en 1306 et repoussera les Anglais en dehors du territoire. Il est d'ailleurs considéré comme un des plus grands rois de l'histoire de l'Écosse, et s'il vous faut une preuve, il y a un petit indice dans le titre du film, à savoir que Braveheart, ça fait pas vraiment référence à William Wallace. Non, en fait, Braveheart, c'était le surnom de Robert de Bruce. Voilà. On glissera au passage que si Wallace soutient Robert de Bruce dans le film, en fait c'est totalement faux, puisque dans la réalité il soutient plutôt l'adversaire politique de Robert, à savoir John Balliol. Mais revenons-en à William Wallace, qui durant le film mène sa révolte du début jusqu'à sa mort en 1305. Si on se fie au film, on pourrait imaginer que l'homme n'a cessé de se battre et d'harceler les Anglais pendant près de 8 ans, alors qu'en réalité le plus gros de son action s'est concentré sur un peu plus d'une année au début du conflit, et d'1 ou 2 années supplémentaires juste avant sa mort. En effet, si William s'engage dans le conflit à partir de 1297, il abandonne son titre de gardien de l'Écosse en 1298 et part pour la France avec d'autres chevaliers en 1299. Certaines rumeurs disent qu'il aurait même été jusqu'à Rome, mais là on n'a pas de preuves. Il ne revient qu'à partir de 1303 en Écosse pour poursuivre la lutte contre l'Angleterre. Il y a donc une belle discontinuité dans le combat, et c'est important de le préciser si on a un minimum de rigueur historique. On pourrait d'ailleurs en rajouter une couche en précisant qu'ils font mourir Wallace après la bataille de Falkirk en avril 1298, sauf qu'on l'a vu, il est mort en 1305. Par la suite, William se fait effectivement trahir par des Écossais le 3 août 1305, et son exécution publique a lieu 20 jours plus tard, le 23 août. La scène est absolument culte, et tout le monde se souvient de ce moment qui donne juste envie d'enfiler un kilt pour venger cet homme qui dévoue la fin de sa vie à sa cause. Alors je ne vais pas compter ça comme une erreur historique parce que ça serait vraiment de la mauvaise foi de ma part, mais à l'époque, parmi toutes les tortures qu'on réservait aux traîtres, il y en a une qui ne figure pas dans le film. C'est la castration. Ouais, il a vraiment une mort de merde. Bref, je vais clôturer cette partie sur les personnages avec rien de moins qu'Édouard Ier d'Angleterre, qui, tout ce temps dans son lit, rend l'âme au moment du célèbre Liberté, symbolisant une victoire de l'esprit de Wallace sur le cruel roi. C'est quand même beau, non ?
À croire qu'on voit ça que dans les films. Mais bien sûr qu'on voit ça que dans les films. Édouard Ier, il est mort 2 ans plus tard. Alors autant vous dire qu'il a eu largement le temps de profiter du spectacle d'un William Wallace qui avait un peu peur de perdre ses bourses. Avant cette émission, je vous le cache pas, j'ai toujours rêvé d'être William Wallace. Mais ça c'était avant. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de poser le verre que vous avez dans la main, de retenir votre souffle, et d'éviter d'exploser en sanglots une fois que j'aurai révélé ce que je m'apprête à vous dire. Parce que oui, c'est important, il faut le dire, et que moi-même, quand je l'ai découvert, j'ai eu vraiment très mal au fond de mon petit être. Quand on parle de Braveheart, on pense immédiatement à un truc qui identifie clairement le personnage comme un bon écossais de pure souche, et qui permet aux soldats de Wallace de nombreuses taquineries élaborées auprès de leurs camarades anglais. Les kilts. Oui, mais l'action du film se passe au XIIIe siècle. Et les kilts, ça a été inventé au XVIe, voire XVIIIe. Donc en fait, Wallace, il portait pas de kilt. Quoi? Quoi? Non, pas Braveheart. Non mais tu déconnes là. Non, je déconne pas, non. C'est pas vrai. Non. Ce n'est pas possible. Non. Non. Allez, j'ai été un peu vache. Disons que j'ai légèrement abusé du sens des mots, car si en effet le kilt n'existait pas à l'époque, c'était bien le cas du tartan, vous savez, ces étoffes de laine à carreaux. Eh bien, c'est un tartan que porte Wallace. Ça va mieux, hein? Ouais, sauf que non. Non, parce qu'en fait, les tartans, c'était les Écossais du Nord qui les portaient. Ouais. Et William Wallace, il venait du Sud, donc il n'en portait pas. Je suis dégoûté. C'est pas possible. Non, en fait, je m'en fous. Dans le même genre d'aberration anachronique, on a également les peintures de guerre sur le visage de Wallace et de ses copains. Les fameuses peintures de guerre. Non mais allô quoi, c'était les Pictes qui faisaient ça, bon sang, les Pictes, les mecs qui ont disparu au XIe siècle. Les peintures de guerre, c'était un peu has-been du temps de Wallace, hein. C'est comme si un mec se pointait aujourd'hui sur un champ de bataille avec un uniforme de poilu. Tiens, parlons de ce qui est à l'origine du conflit dans Braveheart. Si William Wallace épouse sa femme en secret, c'est parce que dans le film, le seigneur du coin détient le droit de prima nocte. En gros, il a le droit de profiter du corps de la jeune donzelle le soir des épousailles avant de les bénir. Normal, quoi. Eh bien, ce fameux droit de cuissage, comme il l'appelle, il n'existe pas non plus. Du coup, il y a quand même une bonne partie du scénar qui part à la flotte comme ça, hein, d'un coup. Ça commence à faire beaucoup. En fait, le droit de cuissage, certains écrits en parlent, mais on n'a pas de preuve officielle. Il y a bien une sorte de tradition qui aurait pu exister, comme quoi le seigneur pouvait poser le pied dans le lit conjugal pour bénir ce dernier, mais à part ça, pas grand chose. La dénomination même de prima nocte a été totalement inventée par Mel Gibson. De toute façon, hein, quand on n'a rien à faire de l'histoire, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Alors je m'acharne depuis le début, mais il y a d'autres erreurs historiques que font beaucoup de films à cette époque, et je soupçonne plus une volonté artistique qu'un conseiller historique qui aurait mal fait son boulot. Enfin, quoique. En effet, dans la plupart des films, et Braveheart ne fait pas exception, les armées régulières sont parfaitement assorties niveau armure, tabac, etc. Sauf que non plus. À l'époque, on n'avait pas les moyens de produire des armures en masse comme ça, et chacun venait un peu avec ce qu'il avait sous la main. Si on peut imaginer qu'il y avait tout de même de l'équipement pouvant être prêté, on est loin d'avoir à cette époque des armées aussi joliment assorties. Tout ça, ça me fait une bien belle transition pour enchaîner sur la troisième partie dédiée à ce chef-d'œuvre du cinéma, les guerres et les batailles. Avant de parler des grandes batailles du film, on va préciser un petit truc. Ça, ce n'est pas une tactique très efficace pour charger l'ennemi si on a 3 neurones qui se connectent. Ça, c'est tout à fait correct et ça s'appelle un schiltron, une formation très dense de piquets écossais qui était utilisée à l'époque et qui a d'ailleurs été inventée par monsieur William Wallace en personne. C'était autant une formation de défense que d'attaque, et ce que l'on peut rapprocher le plus de ça dans le film, c'est lorsque la charge de cavalerie est stoppée par les longs pieux en bois de Wallace. En position défensive, le schiltron réagissait à peu près pareil, en posant un genou à terre et en levant les lances vers les chevaux ennemis, à ceci près que les pics avaient des pointes de métal. En cas de charge offensive, c'était une masse solide et compacte avec des pics très longues qui permet de littéralement renverser l'armée adverse. Allez, c'est pas si grave que ça, hein, ça serait un petit peu chiant si on respectait tout à la lettre au niveau historique.
Puis une charge épique comme ça fait jamais de mal à personne. D'ailleurs, parlons-en des batailles, mais pas dans l'ordre chronologique parce que je préfère garder le meilleur pour la fin. Commençons par la bataille de Falkirk, où les Écossais chargent leurs amis irlandais, comme ils le disent dans le film, et finissent par les rejoindre pour former un front contre les Anglais. Alors les mecs, il va falloir me dire où vous avez lu ça, parce que perso, j'en trouve aucune trace. Aucune. À l'époque, la situation est très compliquée entre les Écossais et les Irlandais. Certains Irlandais sont pour l'Écosse, d'autres pour l'Angleterre. Ce qui est sûr, c'est que même si les Irlandais ont pu combattre aux côtés des Écossais, le genre de twist qu'on nous sert dans le film avec tout ce bataillon d'Irlandais qui retourne sa veste, c'est du gros bullshit. Je rajoute au passage que pendant ces mêmes guerres d'indépendance de l'Écosse, le frère du roi Robert Ier envahit l'Irlande une dizaine d'années plus tard afin d'ouvrir un second front contre les Anglais. Je me permets également d'enfoncer le clou sur cette bataille parce qu'il y a un truc qui me chiffonne. On voit les Écossais bien équipés, prêts à en découdre, qui foncent sur les forces anglaises. Or, d'après ce qu'on en sait, cette bataille est tout sauf offensive. Les Écossais restent pendant toute la bataille en défense, si on peut appeler ça une bataille et pas un massacre. Tandis que les Chiltrons se forment, les redoutables archers anglais décochent leurs flèches et brisent les rangs écossais. Les pertes sont très lourdes, les hommes sonnés, les Anglais lâchent leur cavalerie et la bataille est pliée. C'est une des plus grandes défaites de l'Écosse. 2000 hommes qui perdent la vie, soit près de 20% de l'armée écossaise. C'est cet événement qui marque la fin de la progression de Wallace et son départ pour la France. Dans une autre scène du film, les Écossais débarquent devant le château de York, posent leur virilité sur la table et font tout cramer en prenant soin au passage de décapiter le seigneur du coin, qui est le cousin du roi. L'analyse de cette bataille ne va pas être très compliquée non plus, puisqu'en fait les Écossais, ils sont jamais allés jusqu'à York. Jamais. Mais bon, le scénariste a dû se dire que c'était chouette d'avoir un château dans le film, même si à l'époque les Écossais n'avaient absolument pas les moyens de mener un siège. Bah oui. Il y a également une bataille que l'on oublie souvent dans Braveheart, même si ce n'est pas vraiment montré à l'écran, mais plutôt suggéré. C'est la bataille de Bannockburn qui vient clore le film et dans laquelle on voit Robert de Bruce en train de motiver ses troupes en utilisant l'image du défunt Wallace pour leur faire comprendre qu'on va bien leur péter les rotules aux méchants anglais. Cette bataille, qui d'ailleurs dans la vraie vie a lieu en 1314, soit près de 9 ans après la mort de William. Mais si, comme je le dis, la bataille est suggérée, on a quand même un plan qui vient pourrir toute la rigueur historique de l'événement, la charge des Écossais. En effet, tout comme lors de la bataille de Falkirk, les Écossais utilisent une tactique purement défensive lors de l'événement. Robert sait que la cavalerie ennemie est en confiance, il utilise donc toute la force défensive des Chiltrons pour anéantir les cavaliers qui viennent s'empaler sur les forces écossaises. C'est un véritable désastre pour les forces anglaises, et à la suite de cet événement, d'ailleurs, ils remettront toute leur tactique de cavalerie en question. Je vous propose de finir avec un des plus grands fails historiques du film, la bataille de Stirling. Ah, Stirling, vraiment une des batailles les plus épiques du film. Ces hommes, ces chevaux, et surtout cette magnifique plaine verte qui se teint en rouge au fur et à mesure des combats. C'est quand même drôlement con de se dire que la bataille de Stirling a eu lieu le 11 septembre 1297 autour d'un pont. Non mais sérieusement, c'est quoi ce délire? Je veux bien qu'on oublie quelques trucs pendant la préparation du scénario, mais renseignez-vous un peu, bordel. La bataille de Stirling, c'est un pont, avec de chaque côté les Anglais et les Écossais, c'est pas compliqué à comprendre. Il est où le pont là? Les mecs se sont juste dit, allez, on s'en fout, on va même rajouter un arbre au fond là-bas parce que ça fait plus joli. Alors en vrai, la bataille de Stirling est comme dans le film, c'est une énorme défaite pour l'Angleterre. Mais en gros, pour que les Anglais rejoignent les Écossais, ils sont obligés de traverser par un pont très étroit. Et même si les Écossais sont en très large infériorité numérique, environ 2500 soldats contre 6500 Anglais, eh bien ils vont leur mettre la pâtée. Voilà, c'est son ami Andrew de Morel, une des plus grandes figures du soulèvement anglais qui d'ailleurs perd la vie au cours de cette bataille, attendent que les Anglais franchissent le pont, et lorsqu'un nombre suffisant s'entasse du côté écossais, ces derniers chargent à deux endroits, enfonçant non seulement les rangs anglais, mais leur coupant également la retraite en bouchant l'entrée du pont qui est facilement défendable. Les Écossais iront même jusqu'à charger sur le pont qui s'écroulera et stoppera définitivement les Anglais. C'est un véritable massacre, sur les 6500 soldats anglais, c'est près de 6000 qui perdent la vie ce jour-là. Mes chers amis, c'est la fin, alors je n'ai peut-être pas réussi à relever toutes les erreurs qu'il y avait dans le film, mais si vous en connaissez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir, et puis ça permettra aux autres de les découvrir aussi. Alors il faut tout de même noter que pour rendre un ultime hommage à William Wallace, l'équipe du film a décidé d'offrir une statue à la ville de Stirling. Et quel bel hommage. Liberté! Ouais, vu la gueule de la statue, on comprend pourquoi elle a fait partie des statues les plus impopulaires d'Écosse, et pourquoi elle a été vandalisée pendant près d'une dizaine d'années. Ouais, parce qu'en fait la statue était tellement pourrie qu'ils ont décidé de l'enlever en 2008. Freedom! En attendant, ça a été un véritable crève-cœur pour moi d'écrire cet épisode, puisque c'est un de mes films préférés, et puis que j'ai grandi vraiment avec. Mais lorsque j'ai appris toutes les incohérences historiques qu'il pouvait y avoir dans ce film, je me disais que c'était pas possible et que je pouvais pas passer à côté, qu'il fallait absolument que je le fasse partager.
Je voulais également remercier tous les copains vidéastes qui ont donné de leur corps et surtout de leurs larmes pour cet épisode. Vous trouverez le lien de leur chaîne dans la description. J'en profite pour vous dire également que je suis au Salon du Livre Numérique de Tours le 12 septembre, à la Paris Manga le 3 et 4 octobre et à la Video City Paris le 7 et 8 novembre. Si vous êtes dans le coin, c'est l'occasion de venir me voir. Si vous avez aimé cet épisode, je vous rappelle que j'en ai fait 3 autres dans le même style, 2 sur Game of Thrones et 1 sur Joyeux Noël, alors n'hésitez pas à aller les voir, et puis si vous voulez prendre des nouvelles de Nota Bene en dehors de la chaîne YouTube, eh bien il y a le Facebook, le Twitter, le site internet maintenant, et puis il y a le Tipeee si vous voulez me soutenir financièrement dans l'aventure. Je vous laisse, à la prochaine, et merci d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout. Salut!